Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez la colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Vous ne la voyez pas, mais elle est toute souriante face à moi. Je suis hyper heureux parce que je pense que je vais apprendre énormément de choses. C'est un sujet qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Aujourd'hui, on va parler de crypto et on va en parler avec Caro. Alors, Caro, c'est pour ceux qui la connaissent un peu ou ceux qui sont abonnés à sa newsletter. By the way, dès que la newsletter, elle commence à taper au-delà des 30 000 abonnés, là, ça doit être 33 000, hein, Caro, c'est ça ? Ouais, voilà. Je sais que ça commence à faire du sérieux, cette affaire. Donc voilà, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir aujourd'hui Caroline Jurado. Salut, Caro. Salut Pierre, merci beaucoup pour l'invitation. Mais c'est moi parce que il y a un petit côté superstar de Caro. Enfin, Caro est devenue une superstar. En quelques mois, il y a ça aussi, tu vois, ça c'est super intéressant. T'es sur TikTok, t'es sur Insta, sur LinkedIn. Tes posts sont, j'allais dire hilarants, mais non, mais toujours quand je vois passer, en général il y a ta tête en plus, quand je vois passer ta tête je m'arrête, tu vois, parce que je me dis tiens, là il y a certainement un truc à lire. T'as un bouquin, oui. Alors je sais pas si est-ce qu'il est déjà sorti ou est-ce qu'il va sortir? Il est sorti la semaine dernière. Mais c'est pas possible, madame, parce que je suis sur Amazon là en ce moment et c'est écrit temporairement en rupture de stock. Oui. Mais t'as tout vendu? Non, mais tu sais comment ça marche sur Amazon. Quand ils connaissent pas l'auteur, ils commandent un petit nombre de bouquins. Ils les ont tous vendus, puis maintenant, il faut qu'ils réapprovisionnent. Ils restockent. Bon, écoute, donc on continue sur la trend de la hype, voilà. Et donc, vous l'avez compris, on va parler de crypto. Mais avant ça, Caro, est-ce que tu peux nous dire justement un petit peu ton chemin, ton parcours, peut-être en le faisant dans le sens inverse, c'est-à-dire dire où tu es aujourd'hui et en fait le chemin qui t'y a amené. Ok, trop cool. Eh ben aujourd'hui, je suis productrice de contenu à temps plein. Ouais. Puisque j'ai du coup créé le média Les Cryptos de Caro. Et comme tu l'as dit, le média c'est une newsletter qui est mon produit trop d'amour. Ouais, d'accord. Principal. Et puis après, je suis présente effectivement sur plein de réseaux, TikTok, Instagram, YouTube. Je suis en train de sortir un podcast aussi. Ouais. Qui arrive. C'est génial ça. Le livre, ouais. Donc j'ai plein de projets en même temps et j'avais vraiment aucune raison de me retrouver là dans ma vie. Absolument aucune raison. Ça fait 1 an que je parle de crypto, ça fait 2 ans que j'investis en crypto, donc je suis pas du tout une ancienne du sujet. Je pense que c'est ce qui fait que j'arrive à l'expliquer. Mais t'es une entrepreneuse. Alors, par contre, cette fibre là. Ah oui, j'ai monté une boîte que j'ai revendue déjà. D'accord. Mais en fait, c'était Linky, c'est ça? Ouais, c'était Linky. Je l'ai revendu au leader de mon marché. Et quand j'ai quitté mon acquéreur... C'était un soft dans les RH, hein, cherchez pas... voilà. Ouais, c'était chiant. Non, enfin, je veux dire, c'était très drôle de bosser là-dedans, mais enfin, c'est quand même un logiciel RH, quoi. Ouais, c'est du B2B, voilà. Ouais, okay. C'est ça. Après ça, j'ai aussi créé une école de vente pour start-up qui marchait assez bien, d'ailleurs. Ça a été un crève-cœur d'arrêter, enfin,
crève-cœur, parce que c'est toujours un crève-cœur d'arrêter un business qui marche bien pour te concentrer sur autre chose. Mais les cryptos de carreau, ça avait une telle croissance, je me suis laissée dépasser. Donc il a fallu que je choisisse ça. Vous imaginez pas, chers auditeurs, j'adore dire ça, ça fait hyper pro. Vous imaginez pas la chance qu'on a, parce que je regardais l'Insta de Caro. Alors, elle a enregistré effectivement des épisodes de podcast. Dans la série, dans son agenda, il y avait, alors, d'abord, enregistrer mes épisodes de podcast. Ensuite, aller sur le plateau de Décideur TV. Ensuite, à midi, parce que j'avais rien à faire, manger un sandwich en faisant une formation sur les cryptos. Et à 16h, enregistrer avec Pierre un podcast à la con pour refaire une louchée sur les cryptos. Donc, t'as juste un agenda de fou furieux, toi. Ouais, c'est un délire. Là, en ce moment, ça me dépasse totalement. Tu t'y attendais, à quel moment tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose qui commence à prendre là? Parce que, justement, t'avais un métier, t'avais pas mal d'activités, à quel moment tu t'as décidé, justement, de shifter? Non, normalement, de ce que j'ai vu et entendu, t'as eu une période un peu honteuse sur les cryptos. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, à ce moment-là, c'était pas du tout un business pour moi. Ouais. J'avais juste envie, moi j'étais une professionnelle de la vente, c'était ça que je maîtrisais le mieux, et de la vente en B2B, que je trouvais quand même si je maîtrisais bien, un peu chiante, et je m'intéressais beaucoup à l'acquisition en B2C. D'accord. Et donc, je voulais tester un modèle d'acquisition en B2C sans que mes petits copains entrepreneurs se foutent de ma gueule. Et du coup, c'est pour ça que j'ai testé l'acquisition sur TikTok à la base. On a tous des activités honteuses, je te rassure. Oui, c'est ça. Et j'en ai pas parlé pendant des mois. Pendant des mois, j'en ai pas parlé. Pour le podcast, moi, j'en ai pas parlé pendant très longtemps sur mon LinkedIn. Et ben voilà. J'ai commencé à en parler en septembre de ma newsletter sur LinkedIn. Ouais. Donc j'ai commencé en avril dernier. Donc tu vois, quand même au bout d'un moment. Et parce que je me suis rendu compte que c'était un vrai truc quand quelqu'un m'a dit moi je veux payer pour être dans ta newsletter. Et là, j'étais là genre c'est toujours un bon signe ça. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte en fait quelque part que c'était un vrai business et que ça méritait d'en parler. Et à partir de là, ça s'est accéléré. Et au 1er janvier, j'ai décidé de passer à temps plein sur les cryptos de carreau. D'accord. Mais faut dire aussi que tu emploies un ton particulier. C'est, enfin, tu as créé une identité autour de ça qui est qui est forte. Alors après, il y a certainement qui aiment pas, mais moi j'adore. Voilà, ça te donne envie. T'as une approche, où t'essayes de dédramatiser pas mal de trucs, et donc là aussi tu te sens moins con, voilà, tu te dis tiens je suis pas le seul à pas comprendre. Mais ouais, franchement c'est le cœur pour moi c'est le cœur de l'expérience que j'ai envie de proposer, c'est de se dire en fait t'es pas con parce que tu comprends pas ça parce qu'on te l'a pas bien expliqué, ou qu'on te l'a jamais expliqué, et du coup c'est juste moi, j'ai toujours peur quand je vois des mots que je comprends pas. Alors, s'il y a plusieurs mots que je comprends pas dans une phrase, franchement, je laisse tomber, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Donc, on l'a dit, quand même 33 000 personnes qui lisent ta newsletter. Quand t'appuies sur le bouton send, ça fait un petit zigouigoué ou Non, en fait, c'est terrible parce que j'ai l'impression que j'écris mon journal intime, en fait, moi. Je me rends pas du tout compte qu'il va y avoir 33 000 personnes qui vont me lire. Ouais. Et quand j'ai des retours, quand je croise des gens qui me disent alors ta newsletter, que j'ai des commentaires, je suis là, putain, c'est vrai qu'il y a des vraies personnes qui me lisent. C'est des vrais gens. C'est pas juste un chiffre sur un compteur. Ouais. Et alors, c'est d'autant plus touchy, j'allais dire, c'est que quand on parle de crypto, on parle d'argent, on parle de valeur, on parle potentiellement des économies des gens, etc. Ça fait pas flipper un peu? Non, en plus moi je suis parfaitement à l'aise de parler d'argent, de dire combien je gagne, enfin ça me gêne pas du tout ce genre de choses, donc non, pour moi c'est pas un problème tellement. D'ailleurs, je recommande, t'as fait quelques vidéos, justement, et tu les fais au fur et à mesure sur les coulisses des cryptos de carreau. Et c'est aussi super intéressant, ça, tu vois, de voir comment ton truc évolue.
et c'est assez marrant, comment toi-même tu t'étonnes du succès que ça a. Alors justement, je me suis dit, ok, comment je vais prendre le truc, et j'ai toujours pas la réponse. Hein. On a commencé l'interview, j'ai toujours pas la réponse, parce que j'aurais une question. Il y a une question toute bête qui est: est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les cryptos, la blockchain, etc. Ok, je vais te la poser quand même parce que voilà. Après, c'est un premier niveau pour que tout le monde soit à peu près d'équerre. Mais après, moi, j'ai plein de questions, en fait. J'ai profité d'avoir alors, tu t'en défends, mais t'es quand même devenue une top experte. Et donc, je vais pouvoir te poser plein de questions. Donc, les mecs et les filles, accrochez-vous. Donc, Caro, justement, en essayant de simplifier, comment... Alors, je sais que ça doit te saouler parce que tu dois le répéter 10 fois, etc. Donc, vous pouvez skipper cette partie du podcast, allez vous abonner à sa newsletter. Dans les différents épisodes, vous les lisez en historique, vous aurez tout. Mais comme ça, en live, la papesse de la crypto en France va vous expliquer à peu près ce que c'est. Ok. Donc, ce que c'est qu'une crypto, c'est tout simplement, on va dire que c'est une monnaie qui est digitale, donc il n'y a pas de pièces et il n'y a pas de billets. Ouais. Qui ne passe pas qui n'est pas créée par un État. D'accord. Donc ça veut dire que n'importe qui peut créer une crypto. Ça, le fait que n'importe qui crée une crypto, ça veut aussi dire que son cours, donc son prix, il est variable. Ouais. C'est-à-dire que plus il n'est pas adossé à quelque chose. Exactement. Il y a pas de pierre de réserve or. Exactement. Comme il y a pu avoir. Donc plus de gens en veulent, plus le prix de la crypto augmente, et plus de gens en vendent, plus le cours diminue. D'accord. Ça, c'est vraiment la loi classique. Et ce qui est intéressant dans la crypto, c'est que ça ne passe pas par un tiers de confiance. Dans notre système financier classique, la monnaie est créée par l'État, et pour pouvoir faire des transferts d'argent et conserver ton argent, tu es obligé de passer par un tiers de confiance qui est une banque. Ouais. Eh bien, dans le cadre de la crypto-monnaie, tout ça se passe par des algorithmes, et ça s'enregistre dans un espèce de grand livre de compte qui est accessible à tous, qui s'appelle la blockchain. C'est ça, la blockchain. Un grand livre de compte. C'est ça. C'est un cahier dans lequel on va enregistrer des titres de propriété et des transactions. Et un cahier sur lequel tout le monde peut avoir la vue. Ok. C'est hyper clair. Là-dedans, c'est quoi les smart contracts? Est-ce que tu sais vraiment est-ce que tu sais ce que c'est? Tu demandes pour les auditeurs ou tu veux savoir pour toi? J'ai un début de réponse. Mais comme moi, je suis pas l'expert, je préfère avoir ta réponse. Ok. Alors, la première des blockchains qui a été créée, c'était la blockchain Bitcoin. Ouais. Et elle ne permet d'enregistrer que des transactions en Bitcoin. Donc, elle ne permet d'écrire dedans que Caro possède un Bitcoin, Caro envoie un Bitcoin à Pierre, Pierre possède un Bitcoin. Ouais, ok. C'est la première des blockchains qui s'appelle... Alors, c'est un peu chiant pour les gens à comprendre, mais... La monnaie s'appelle Bitcoin, la blockchain s'appelle Bitcoin. Il y a juste une différence de taille de lettres. Minuscule, majuscule, exactement. Bitcoin monnaie, c'est avec un B minuscule et blockchain, B majuscule. Ok, compris. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle une transaction simple. Eh bien, la seconde blockchain qui s'est créée, c'est Ethereum, et elle a changé le game. Genre, on est passé de juste une monnaie à on construit un univers. Ouais. Parce qu'elle a créé ce qu'on appelle les smart contracts. En gros, elle a permis, grâce à la création... En fait, les smart contracts, ça va être comme des lignes de code. D'accord. Que tu vas écrire, qui vont enregistrer des possibilités d'action qui vont être complexes et qui vont s'enregistrer dans la blockchain. Ça veut dire, on peut créer un smart contract qui va dire... moi, Caroline, quand l'épisode de podcast de Pierre aura dépassé les 2000 écoutes, je vais faire un post pour remercier Pierre. Cool. Je note. Et ce sera retenu contre vous, madame. Et ça, c'est enregistré dans la blockchain. Okay. Et donc, automatiquement, quand le chiffre du podcast aura dépassé le montant qu'on a dit, eh bien, le post est censé partir automatiquement. D'accord, ok. En gros, c'est juste que tu vas enregistrer des lignes de code
Des engagements, quelque part. Des engagements, mais en général qui sont en termes de lignes de code qui sont automatisées. Oui, d'accord, ok. Tu vois, des engagements qui sont enregistrés dans la blockchain et qui te permettent en fait d'aller créer, au-delà de juste des transactions d'argent, d'aller créer des applications entières. Ce qui explique que l'Ether soit utilisé par plein de tierces parties comme outil quelque part. Eh bien, oui, parce que là où c'est très très malin, c'est que pour enregistrer une transaction sur Ethereum, tu es obligé d'utiliser de l'Ether. Ce qui fait que plus il y a d'applications qui se construisent en enregistrement sur la blockchain Ethereum, plus l'Ether prend de la valeur et se solidifie. Parce que quand tu crées entièrement un site internet qui te permet d'acheter des cryptos et que tu le crées entièrement sur Ethereum grâce au smart contract, et ben chaque fois que quelqu'un va l'utiliser, il va devoir dépenser de l'Ether. Et oui. C'est un délire. Le système s'alimente. Alors ça nous amène sur Bitcoin parce que là aussi on entend certains minent du Bitcoin, etc. Et alors est-ce qu'on peut aller, on va commencer à tirer le fil, hein. Est-ce qu'on peut aller vers les notions de proof of work, proof of stake, etc. Oui, il n'y a aucun problème, mais on rentre dans du technique. Hein. Ah mais moi, je m'en fous. Puis on a perdu les 3/4 des auditeurs là, on s'en fout. Maintenant qu'on n'est plus que tous les deux. Voilà. En fait, donc une blockchain, c'est donc un livre de compte dans lequel on va enregistrer une transaction. Une fois que la transaction est enregistrée, plus personne ne peut modifier cette transaction. Par contre, elle est visible pour tous. D'accord. C'est ce qui fait que c'est transparent, mais sécurisé. Ok. Parce que si jamais je t'envoie un bitcoin et que, en fait, c'est écrit dans la blockchain, mais que quelqu'un peut modifier, ah ben non, en fait, c'était pas à Pierre qu'elle l'a envoyé, c'était à Jacques, et ben, du coup, toi, tu l'as plus, en fait. Ton bitcoin, il disparaît et il est non, Jacques, c'est ailleurs. mon père, donc forcément, ça va pas arriver. Donc, tu vois. Et bref. Et du coup, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que avant d'être inscrite dans la blockchain, la transaction, elle doit être validée. Ouais. Donc, une blockchain a forcément une méthode de validation de la transaction. Okay. Et à ce jour, il en existe deux. On appelle ça une méthode de consensus parce que ça veut dire qu'on est tous d'accord sur le fait que la transaction est viable et que donc on peut l'enregistrer dans la blockchain. Ok. Donc, il y a deux méthodes de consensus qui existent. La proof of work qui est utilisée par Bitcoin et la proof of stake qui est utilisée par assez peu de blockchains pour l'instant, mais il se trouve que Ethereum est en train de migrer de la validation par proof of work pour passer à proof of stake. Donc quand les gens y minent, en fait, ils valident des transactions. Exactement. Et leur rétribution, c'est des bitcoins. Exactement. C'est bien parce que c'est un système qui s'auto-alimente. Il s'auto-alimente. En revanche, il est assez coûteux en énergie. Ouais. Parce que dans la proof of work, chaque transaction va avoir comme un espèce de mini problème à résoudre, oui. Algorithmique. Et tous les gens qui minent, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent à disposition leurs ordinateurs, qui vont faire tous des calculs en même temps, jusqu'à temps que le premier qui trouve la résolution à ce problème-là a le droit de valider l'opération et l'enregistrer. Et c'est lui qui est récompensé. Mais ça veut dire que pendant ce temps-là, tout le monde dépense de l'énergie pour essayer de résoudre ce problème-là. Mais pendant ce temps-là, tout le monde valide les transactions. Bien non, parce qu'en fait... c'est que celui qui a trouvé qui valide les transactions. C'est ça, il y a que celui qui a trouvé qui peut valider. Ah ouais, donc ça veut dire que potentiellement, on a beaucoup de déperdition alors. Beaucoup de déperdition d'énergie, ouais. En fait, en réalité, c'est pas tant que ça, parce que c'est souvent de l'énergie verte qui est utilisée pour faire ça. Enfin, j'ai pas encore fait mon dossier écologie et crypto, mais je suis en cours. Mais c'est ce qu'on reproche aux cryptos, c'est ce sujet-là, justement. Le fait que tout le monde s'affronte, il va y avoir, admettons, 100 personnes qui s'affrontent pour trouver la bonne solution au problème, et il y en a qu'une qui la trouve et c'est lui qui l'enregistre. Ouais, compris. Mais cette méthode-là, elle te permet d'être sûr à 100% qu'on ne sait jamais qui va valider l'opération. En fait, l'idée de la décentralisation, c'est de se dire, le problème quand c'est central, c'est que c'est toujours la même personne qui valide les opérations, et donc cette personne-là, à un moment, forcément, elle va être corrompue. Elle va avoir son intérêt à corrompre le truc. Et alors que dans la décentralisation, c'est de se dire, il faut qu'il y ait tellement de monde qui participe au truc, et qu'il faut que ça soit tellement aléatoire de qui va valider l'opération qu'on ne saura jamais qui c'est, et que donc cette personne ne pourra jamais être corrompue. Ok, compris.
Pourquoi il y a que 21 millions de bitcoins? Ou il n'y aura que 21 millions de bitcoins? Puisqu'il n'y en a pas encore 21 millions, on a 19 millions, je crois, en ce moment. Ouais. C'est quoi la logique derrière tout ça? Alors, c'est ce qu'on appelle la tokenomique. En gros, quand tu crées il y a une super vidéo, là, je sais pas si ce sera clair, mais il y a une super vidéo là-dessus, sur la tokenomie. Voilà. C'est celle que j'ai fait sur YouTube? Ouais. Tu l'as trouvé claire? Ouais. Oh, cool. Mais c'est pour ça que je t'amène là-dessus. Ok, cool. En fait, quand tu crées une crypto, tu vas définir des règles associées à cette crypto-là dans le but qu'elle ait des chances de faire de la croissance. En fait, tu as deux sujets avec une crypto. Tu as le fait que le projet auquel elle est associée doit apporter de la valeur ajoutée. D'accord. Parce que s'il n'y a pas de projet, en fait, la crypto va mourir, parce que personne n'utilisera ton site de toute façon, donc elle va mourir. Et ensuite, une fois que ton projet a de la valeur, il faut aussi que ta crypto soit quand même créée de sorte à ce que, dans son utilisation, dans son fonctionnement, elle puisse faire de la croissance et donc rapporter de l'argent, tu vois. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la tokenomie, les règles qui vont régir la crypto, et notamment, tu vas définir combien est-ce que tu veux de jetons, on appelle ça un jeton pour dire une pièce, quoi. Ouais, ok. Combien est-ce que tu veux de jetons en circulation, et le modèle du jeton, token en anglais. Exactement. Combien est-ce que tu veux de pièces en circulation? Et dans le cadre du Bitcoin, l'idée c'était de créer une monnaie alternative à une monnaie d'État, et donc fallait créer une forme de rareté pour que à la fin elle soit moins variable, qu'elle puisse devenir un peu stable entre guillemets. D'accord. Et le fait de créer une rareté en disant il y en aura que 21 millions et on va les émettre au fur et à mesure, ça va permettre en fait qu'il y ait de la croissance de la monnaie jusqu'à temps que le monde en fait s'en empare, et qu'au fur et à mesure que les gens s'emparent du sujet, il y a moins de bitcoins qui sont créés, jusqu'à temps que en gros ils existent tous, et dans ce cas-là c'est censé être beaucoup plus stable. Alors il y a un truc que j'ai pas compris ou pas suivi, c'est qu'à un moment il y a des alors je sais pas si c'est le cas sur Bitcoin, mais à un moment il y a des destructions Alors oui, mais c'est pas dans le cadre des cryptos qui sont dans un environnement défini. D'accord. En fait, il y a plusieurs méthodes qui existent pour essayer de maîtriser le prix. Okay. Le prix d'une crypto, et qu'il n'y ait pas trop d'inflation. Dans le cadre du Bitcoin, ça se maîtrise tout seul, parce que comme il y a un nombre de Bitcoin défini, et que tous les 4 ans, le nombre de Bitcoin qui sont émis est divisé par 2, en fait, le produit se raréfie dans le temps. Au fur et à mesure, ça devient plus rare. Exactement. Dans le cadre de crypto comme, je sais pas, ça peut être l'Ether. Non, je sais pas, je crois que pour l'Ether, c'est pas tellement pertinent parce que tout le monde l'utilise, mais en fait, il y a des cryptos qui ont un nombre pas défini, c'est-à-dire qu'on peut en émettre autant que possible, autant que voulu. Mais si t'émets plein de cryptos au bout d'un moment, en fait, forcément, son prix diminue. Et du coup, dans le cadre de la tokenomie, il y a plus d'offres, moins de demandes. Voilà. Exactement. En fait, dans le cadre de la tokenomie, il est souvent prévu dans ce genre de cas qu'il y ait une partie de la crypto qui soit brûlée, qui soit détruite à fréquence régulière pour maîtriser le volume en circulation. Ok. J'ai perdu ça. Non, je comprends. C'est ce que tu dis de façon très claire. C'est de toute façon, on reste sur les lois de l'offre et de la demande. Tout à fait. Et c'est ce qui va faire ou pas d'ailleurs le succès d'une crypto. Pourquoi il y a une telle démultiplication de X crypto? Parce que là, on a évoqué Bitcoin, on a évoqué Ethereum. Il y a, moi, j'ai entendu parler de Solana. Apparemment, ça a l'air sympa, ça, Solana. En tout cas, c'est la prochaine que dont je me dis qu'il faudrait en acheter. Mais en fait, il y en a dans tous les sens. Il y en a des milliers. Et pourquoi? C'est une raison très simple. Alors, le Solana, c'est une crypto qui est très intéressante parce que c'est une blockchain aussi. D'accord. Mais qui est beaucoup moins coûteuse, dont les frais de transaction sont beaucoup moins importants que sur Ethereum. D'accord. C'est un projet qui est intéressant. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'ai investi aussi sur le Solana. Mais alors pourquoi? Alors c'est très facile. C'est parce que l'univers crypto permet des tonnes de choses. Maintenant, tu veux acheter des cryptos, il y a des sites qui te permettent de le faire. Tu veux placer tes cryptos contre des rendements, il y a des sites qui te permettent de le faire. Mais quant à ça, il te faut aussi un portefeuille crypto. Donc, il te faut un site pour ranger tes cryptos. Mais il y a tellement de sites qui te permettent d'acheter tes cryptos que tu sais pas
lequel est le mieux en termes de prix. Et bah du coup, il y a des sites qui se créent pour te permettre de faire tes recherches pour identifier où sont les meilleures plateformes d'achat. Ouais. T'as des jeux vidéo qui se créent sur la blockchain, t'as des même, enfin moi j'ai même acheté un bout d'immeuble aux États-Unis. Trop bien. Par la crypto. En fait, j'ai pas eu à aller chez un notaire qui m'a authentifié mon certificat d'achat, c'était dans la blockchain. Ok, d'accord. Donc en gros, la blockchain permet tellement de possibilités et dans l'univers crypto et dans notre univers à nous, qu'il y a des projets qui se créent tous les jours. Okay. Et chacun des projets qui se créent dans la crypto crée sa propre crypto. On a tous entendu ces histoires, pour peu qu'on s'intéresse un peu au sujet, avec une crypto qui fait rocket, je sais pas quoi d'ailleurs, mais qui monte de feu de Dieu. Il y en avait une, il y a pas eu une sur Squid Game ou un truc comme ça, où le truc monte de fou furieux, puis soit se casse la gueule, ou soit on découvre que c'est une arnaque, etc., etc. Pour ceux qui commencent à s'intéresser à ça, c'est quoi les bons tips à avoir pour se dire attention là ça craint. Ouais. Alors effectivement, comme tous les nouveaux marchés, c'est le Far West. Ça veut dire qu'il y a à la fois des vrais projets à forte valeur ajoutée qui se créent et qui fonctionnent. Il y a des vrais projets à forte valeur ajoutée qui se créent et qui sont abandonnés parce que l'équipe du projet en fait ne fonctionne pas, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a des bugs, etc. et le truc foire. D'accord. Et il y a des vrais gens qui sont là dans le but d'arnaquer les gens, qui veulent faire de l'argent rapide, qui vont dire on va monter un projet, ça va changer le monde, croyez-nous, achetez notre token, tu achètes le token, il prend de la valeur, sauf qu'en fait t'avais pas capté que l'équipe du projet elle détient plus de 20% du token. Ça c'est très de la supply chain totale du token, ça c'est très mauvais. Ah ok, il détient 20% et il a pas d'obligation de garder sa crypto, ça veut dire que quand le prix augmente, lui il peut tout revendre, il est devenu multimillionnaire et il y a plus rien qui existe. Et le gars disparaît. Donc parmi les trucs, c'est que déjà quand tu commences, t'investis pas sur des projets qui se lancent. T'investis d'abord sur des projets qui sont solides depuis des années. Ensuite, tu vas diversifier tes investissements dans les différents secteurs de l'univers crypto. Et même là, tu vas aller vers les leaders de leur secteur. Comme ça, t'as moins de risques. Tu dérisques un petit peu ton truc. Et ensuite, tu te gardes une poche d'investissement sur les petits projets. Et dans ce cas-là, faut toujours te dire, OK, est-ce que je suis prêt à perdre mon capital? Vraiment? Et ensuite, tu vas faire tes recherches de est-ce que le projet existe vraiment? Est-ce que l'équipe du projet, elle est connue? Est-ce que quand tu vas sur un site et que tu vois toute une équipe annoncer, quand tu cliques sur les profils et que tu vas sur LinkedIn, c'est des vrais gens? Est-ce que non, est-ce qu'il y a vraiment ce truc-là? Est-ce que quand ils t'annoncent un Discord avec 100 000 personnes dans le Discord, c'est souvent le cas, est-ce que les gens réagissent? Est-ce que c'est des bots ou pas des bots? Exactement. Et ça, tu peux le voir en voyant, OK, quand il y a une annonce qui est faite, combien de personnes qui réagissent, quel est le pourcentage de personnes qui réagissent par rapport au nombre de personnes dans le Discord. C'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe sur Twitter aussi. Parce que Twitter, c'est vraiment l'univers des cryptos. Moi, il se trouve que j'y vais pas parce que c'est trop violent pour moi. Donc je confirme, c'est violent. Je m'économise ce truc-là, mais ça vaut le coup d'aller voir quand tu cherches des informations sur une crypto, comment ça se passe. Une fois que tu as un peu évalué tous ces trucs-là, bon ben tu peux y aller et te dire on verra. Alors c'est une question très perso, t'es pas obligé d'y répondre. Toi tu t'es mis à 100% en crypto ou t'as gardé un PEL dans un coin? Ah non, alors je vais pas du tout 100% en crypto. Moi je suis conservatrice un petit peu. Ouais, mais c'est bien. Parce que moi j'ai considéré que étant donné mon activité et ma structure de coût personnel, il me faut 20 000 € accessibles de côté. D'accord, Et donc j'ai 20 000 € sur un compte en banque classique et à partir de là, tout ce que j'ai en plus, ça va soit en bourse dans mon plan d'investissement, soit en crypto. Compris. Et donc la diversification est, comme toujours quand on parle d'investissement, c'est une clé pour minimiser son risque. Tout à fait. Pour ceux qui y sont pas, c'est comment on s'y met? C'est quoi les premiers steps? Voilà, c'est quoi? Alors si t'as jamais fait de crypto et que t'as un petit peu peur, si par exemple tu possèdes une banque en ligne type Revolut, ou Lydia ou peu importe, tu peux faire un premier investissement crypto dedans. Si t'en as pas, c'est cool d'ouvrir un compte sur Coinbase. D'accord. Et tu peux faire un premier investissement. Il faut savoir
si tu passes par Revolut ou par Lydia, dans tous les cas, tu restes dans la finance centralisée. Oui. Vraiment, t'es dans la finance centralisée. eToro, c'est pareil? Ouais, eToro aussi. D'accord. C'est de la finance centralisée. En gros, t'es dans la finance décentralisée à partir du moment où tu vas acheter tes cryptos directement sur ton MetaMask ou que tu vas l'acheter sur Uniswap, SushiSwap. Attends, pouf. MetaMask. Le renard. MetaMask, oui. MetaMask, c'est un portefeuille crypto. Oh, mais tu veux pas t'en tirer comme ça, Caro, il va falloir. Ok. C'est un portefeuille crypto. Qui fonctionne sur la blockchain Ethereum. D'accord. Et donc, lui, il est totalement décentralisé. Ok, donc là, effectivement, tu peux complètement sortir d'un système bancaire, etc. Financier classique. Okay. Personne ne peut savoir ce que tu as sur ton MetaMask. L'État français ne peut pas le savoir. Ouais. Personne qui sait qui y a derrière un MetaMask, un identifiant MetaMask. T'as un identifiant, oui, mais c'est comme tout dans la blockchain. Oui, mais personne sait qui y a derrière. Enfin, oui, voilà, exactement. C'est totalement anonyme. Ok. Et tu peux conserver de l'argent dessus. Par contre, quand tu voudras le faire revenir dans le circuit classique de la finance, c'est-à-dire que tu voudras le transformer contre des euros, bah pour transformer des cryptos contre des euros, t'es obligé de repasser par un système centralisé. Yes, compris. Donc voilà, mais tant que tu restes dans l'univers décentralisé, tu peux faire ça. Mais tu me disais quand tu débutes, franchement, tu peux créer un compte sur un de ces outils-là. Ouais. Moi, j'ai commencé mon premier investissement en crypto, je l'ai fait sur Coinbase. D'accord. Et j'ai mis un petit peu d'argent sur le Bitcoin et un peu d'argent sur l'Ether. Et j'avais aussi mis un peu d'argent sur le Néo parce que j'avais un pote qui m'avait dit genre ouais c'est trop l'avenir, non, mais je savais pas du tout ce que c'était. Voilà. C'est ça d'écouter ses potes. En fait, c'est le problème qui se passe en crypto, c'est que comme tu te sens très ignorant, parce qu'il y a beaucoup de jargon et que voilà, tu t'es vite confronté à des gens qui vont facilement employer des mots un peu compliqués et te donner l'impression qu'ils y connaissent vachement alors que c'est pas vrai. Tu sais, comme moi, je me mords encore les doigts de pas avoir acheté du Bitcoin quand il était à $300. Parce que ça me semblait abscon. Ok, il y a un mec qui m'a dit vas-y, c'est génial, etc., etc. Et pareil. Alors il était beaucoup plus cher quand moi j'avais voulu investir, mais c'était pareil. Des mecs qui me disaient mais Caro, moi j'ai déjà fait plein de thunes avec ça, fais-le. Et moi j'étais genre non, ça a l'air tellement bizarre, je sens que c'est pas pour moi, c'est chelou ce truc. Ouais, et aujourd'hui on s'en mord un peu les doigts parce que on serait pas là à se faire chier tous les deux. On serait au bord de la plage. C'est-à-dire que là je te prendrais depuis en call depuis une île. Ouais, c'est ça exactement. Depuis mon île. Mais tu vois, ça donne un truc intéressant, c'est que ton approche par rapport à ça est aussi intéressante. Comment on fait pour gérer la volatilité de tout ça? Parce que ça reste des marchés hyper risqués. Et donc, parce que hyper volatile, comment on fait pour pas se faire de cheveux blancs? Émotionnellement, tu veux dire? Alors moi, parce que là, il y a eu une grosse dégringolade depuis 3 mois. Oui. Moi, j'ai aucun sujet sur la question. Franchement, en fait, à partir du moment où je comprends comment fonctionne le système. Pour moi, c'est évident que c'est un système d'avenir. C'est évident qu'à long terme, ce sont des bons investissements. Et du coup, ça me fait ni chaud ni froid que le Bitcoin perde 80% de sa valeur. Vraiment, ni chaud ni froid. Parce que tu penses que les fondamentaux sont bons. Ouais, tout à fait. Je pense vraiment que dans le futur, c'est quelque chose qui va exploser à un moment. Et après, il faut dire que moi, j'ai mis en place des trucs pour en fait, si je perds tout l'argent que j'ai en crypto, ça va pas changer ma vie. Ouais, je comprends. C'est surtout ça, tu vois. Si je devais rembourser un emprunt pour un château et que mon remboursement d'emprunt dépendait de ça, c'est sûr que là, j'en dormirais pas la nuit. Tu m'étonnes. Alors, autre grosse angoisse, parce que il y a plein d'images d'Épinal autour des cryptos, etc. Tu sais, c'est les histoires qu'on entend où le gars il a ses cryptos sur une clé Ledger qu'il a perdu, où il a perdu ses mots de passe, etc. C'est quoi toutes ces histoires? On peut vraiment perdre comme ça plusieurs millions. Ah oui. Ah oui, c'est pas du tout des conneries, en fait. Alors, la connerie, c'est si tu perds ta clé Ledger, tu as perdu tes millions. Ça, c'est pas vrai. Si tu perds ta clé Ledger et que t'as toujours ton mot de passe, tu rachètes une clé Ledger et
et tu mets ton mot de passe et il te récupère tes cryptos. D'accord. Donc, ça c'est pas vrai. En revanche, c'est tout à fait vrai. En fait, c'est le principe de la finance décentralisée. C'est-à-dire que c'est toi ta propre banque. Ce sont des smart contracts qui gèrent ça. Ça veut dire que quand il y a écrit dans le code, quand t'as perdu ton mot de passe, on peut pas te le régénérer. Tu l'as dans l'os. On ne peut pas. C'est pas genre comme nos sites dont on a l'habitude. Ouais. Ah bah c'est pas grave, je vais remettre mon adresse mail. Mot de passe oublié. Il faut pas remettre mon adresse mail. Oui non, ça existe pas. Et du coup, alors le risque il tient du fait que quand tu ouvres ton portefeuille crypto la première fois, bon moi j'en ai plein des portefeuilles crypto parce qu'il en faut un par blockchain quasiment. D'accord. Mais quand tu ouvres ton portefeuille crypto la première fois, t'as pas d'argent et tu sais pas bien ce que c'est que les cryptos parce que tu découvres l'univers. Oui. Et du coup, tu vas choisir ton mot de passe, donc tu le choisis et on va te donner une clé. En fait, ta clé pour retrouver ton mot de passe si jamais tu le perds, c'est 12 mots. Et à ce stade, tu te rends pas compte à quel point c'est important. Parce que c'est comme quand tu crées un compte sur n'importe quel site. Tu fais jamais attention, tu t'en fous. Mais après, au fur et à mesure, les 12 mots, tu les choisis pas en plus. Non, tu les choisis pas. Il faut jamais les enregistrer en ligne. Tu te les envoies pas par email. Tu fais pas de trucs comme ça. Mais comment tu fais pour les retenir? Bah, tu les enregistres en local sur ton ordinateur et tu les enregistres sur un papier que tu mets dans un coffre sécurisé, vraiment un truc important à plusieurs endroits. Mais tu les enregistres pas en ligne parce que c'est comme ça que tu te fais pirater tes comptes. Hein. Oui. Donc faut faire super attention à ça et au fur et à mesure, moi j'y pense parce que quand je l'ai fait la première fois, je me disais, qu'est-ce que je m'en fous? Si jamais tu perds 100 balles, en vrai tu t'en fous. Et en fait, au bout d'un moment, les cryptos, ça devient de l'argent. Et ça devient beaucoup d'argent. Et là, tu vis plus de la même manière. Quand tu te retrouves à avoir des millions, alors c'est pas encore mon cas, mais quand tu te retrouves à avoir des millions et que tu sais plus où est ton mot de passe, tu sais vaguement où il est, mais t'es plus sûr, c'est pas comme si t'avais perdu ton mot de passe Gmail, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Justement, on peut. Alors, tu parlais de hacking. Il y a eu un épisode. Alors, il y a un gars qu'on entend beaucoup qui s'appelle Asher, qui s'est fait, même physiquement, il a été agressé, etc. Parce qu'on a essayé de lui extorquer de la crypto-monnaie. Ouais. Comment on évite ça? Comment on se sécurise? Au-delà de pas perdre son mot de passe, hein, mais. Franchement, sur ces trucs-là, moi j'ai pas d'informations, tu vois. C'est vrai que il y a un espèce de mythe autour des cryptos riches, dont Asher fait partie et dont moi je fais pas partie en l'occurrence. Mais c'est des gens qui ont vraiment cru dans la crypto plutôt que tous les autres et qui sont devenus tous très très riches. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme quand tu portes une Rolex, quoi. À un moment, tu peux te faire agresser parce que les gens voient la richesse et espèrent pouvoir récupérer ton mot de passe. Mais alors après, j'entendais, il est intervenu sur un podcast qui s'appelle Underscore avec Micode, où il décrivait en fait des mécanismes qui faisaient que il ne pouvait pas libérer comme ça de crypto. Juste sur un coup de fil ou quoi que ce soit, donc plein de process. Toi justement, tu parlais de la liquidité autour de ça. C'est facile d'être liquide quand on a de la crypto? C'est dur à dire, tu vois. Moi, j'ai jamais eu besoin de liquidité actuellement, donc j'ai du mal à m'en rendre compte. En revanche, ce qui est sûr, c'est que plus tes cryptos sont sur des brokers, plus elles sont liquides. Parce que ça veut dire que en fait, le sujet, il est sur combien de temps est-ce que tu envisages de garder tes cryptos. Quand tu achètes tes cryptos sur ton MetaMask, si tu les laisses sur ton MetaMask et que le cours est en forte croissance et que tu as une crypto qui t'a fait gagner des centaines de milliers et que tu dis là, il faut revendre, en fait, c'est pas instantané. Faut que tu la rebascules sur un site qui te permet de changer ça contre de l'euro ou contre du stablecoin. Ouais, ok. Tu vois. Et si t'as pas la possibilité de le faire, tu peux avoir perdu. Tu fais pas du trading à la milliseconde, quoi. C'est ça, exactement. Donc ça dépend de qu'est-ce que tu fais au moment où tu le fais. C'est plutôt ça, les sujets de liquidité. Ok. Si toi, crypto, elle est sur ta clé Ledger, faut que t'aies quand même quelques heures. Il faut courir vite. Ouais, voilà, tu vois, devant toi quand ça se passe. Alors, c'est plutôt sur ces sujets-là, quoi. Il y a des... Alors là, on le voit, des particuliers, etc. T'as des fonds d'investissement qui sont dans ce monde-là? Je suppose que oui. Ouais, il y en a des tonnes de fonds qui se créent. Il y a des fonds qui se créent pour soutenir des projets crypto.
il y a des fonds crypto, enfin il y en a des tonnes. Pour le coup, moi j'ai pas creusé le sujet précisément, mais il y en a beaucoup. Ouais, il y a énormément d'argent dans ce milieu. Si t'as fait une blacklist des fonds. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Bah ouais, excuse-moi. Mais alors ça, c'est des fonds qui ont investi dans des projets crypto qui étaient des projets crypto foireux. C'est pas la même chose. D'accord. Donc les fonds sont pas forcément foireux, c'est leurs investissements qui sont foireux. C'est ça. C'est genre si tu investis dans 15 projets qui sont en fait que des arnaques, ça veut dire que tu fais pas des études sur les projets et que donc il faut faire gaffe quand tu vois que dans le projet il te dit soutenu par un tel, parce que en fait quand un projet se lance, il est obligé pour avoir la confiance du public de dire qui sont ses soutiens. Ouais, d'accord. Donc ses soutiens en termes d'influence, ses soutiens en termes de capital et ses soutiens en termes de fondateurs, grosso modo. C'est les 3 sujets, parce que tu peux parler de communauté au début, mais enfin bon, c'est les 4, disons, sujets sur lesquels tu vas acquérir la confiance du public. Et donc si tu annonces, j'ai 3 fonds comme ça, et que en fait ça fait un truc propre, les gens qui connaissent pas bien ils disent ah trop bien, s'il y a des fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'il y a des trucs sérieux, et qu'en fait c'est pas forcément vrai, donc il faut le savoir. Pour revenir sur la notion de volatilité, est-ce qu'il y a un effet, est-ce qu'il y a eu un effet avec la guerre en Ukraine? Ah bah oui. Le premier jour de l'attaque de l'Ukraine, les cryptos ont perdu, je crois, 30%, un truc comme ça dans la journée. Ah ouais? J'aurais cru que c'était l'effet inverse, en fait. En fait, le premier jour. Et ensuite, dès le lendemain, les cours sont revenus à la normale. D'accord. Et ça a pas fait particulièrement augmenter... Enfin, en fait, ça a fait augmenter le prix du Bitcoin dans les régions concernées. D'accord, ouais, ok. Mais pas beaucoup au niveau global. Ok. Parce que tu vois, j'aurais cru que et les Ukrainiens et les Russes se disent oh là là, ça va chauffer, bim, voilà, refuge, on se met là-dedans. Ah bah oui, mais ils ont énormément fait ça. D'accord. Énormément, mais c'est juste que ça a pas fait bouger le cours des cryptos sur l'univers mondial, sur la sphère mondiale. Ok, d'accord, je comprends mieux. Mais si, par contre, ils sont ultra réfugiés là-dedans. Ok. Et alors, une autre question, j'ai plein de questions qui me viennent en vrac, mais voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que le Pizza Day? Parce que je trouve l'histoire trop belle. Oui, c'est drôle. En fait, je sais même plus en quelle année c'était. Je me rappelle plus des stats parce que je suis pas une meuf ultra précise, mais en gros. Je crois que c'est 2011 ou un truc comme ça. Non? Ok, donc c'était en 2011. Je suis pas sûr moi non plus, hein, donc pouf. Mais en fait, je pourrais le retrouver parce que j'ai fait un post dessus et j'avais cherché les stats précises pour le raconter. Mais en gros, c'est la première fois que le Bitcoin a été utilisé pour acheter quelque chose dans le monde réel, et il s'est acheté 2 parts de pizza, et je crois que c'était avec 1000 bitcoins ou un truc comme ça. C'est ça. Et il avait pu s'acheter 2 parts de pizza qui devaient coûter 2 balles. Donc c'est trop drôle de se dire que ce jour-là, du coup, ça a été appelé le Pizza Day, parce que dans la communauté Bitcoin, c'était un vrai... En fait, chaque petite étape qui nous semble être rien, c'est des étapes qui sont grandioses. De se dire, en fait, on peut utiliser une monnaie. Enfin, c'est presque comme si on retournait, c'est des anarchistes, quoi. On décide que l'État n'a plus de pouvoir, que la banque n'a plus de pouvoir, et que nous, on crée notre propre monnaie, et qu'elle est sécurisée par nos propres moyens, et qu'en plus, on peut acheter des trucs dans le monde réel avec ça. Mais ça nous amène à une autre question. Typiquement, je crois me souvenir que la Chine a commencé à mettre le holà sur le Bitcoin, en disant... les gars, on n'y va pas. Alors sur le minage, non, du Bitcoin. Même sur son utilisation. Ah mais oui. Tu remets en cause l'État, hein, quelque part. Non, je crois qu'ils l'ont fait genre 11 ou 12 fois depuis la création du Bitcoin. Ouais. De dire c'est interdit. Oui. Enfin après, le Bitcoin a failli être interdit en Europe aussi là, hein, récemment. Justement, on se pose la question de la pérennité du truc. Je suis comme toi, hein, je suis persuadé que déjà technologiquement c'est hyper smart. Voilà. À partir du moment où tu arrives à avoir ces logiques complètement décentralisées et où tu as suffisamment de gens qui jouent le jeu, ça donne quelque chose d'hyper puissant. Maintenant, effectivement, tu touches à des trucs qui sont un peu régaliens, on va dire. La monnaie, tu vois, frapper monnaie, c'est un truc tu peux
Au Moyen-Âge, Ouais. tu te faisais décapiter hein, si tu frappais ta propre monnaie. Donc voilà. Enfin même décapiter, je pense pas. Tu te faisais écarteler, puis décapiter, puis bouillir. Enfin voilà, c'était assez affreux. Donc tu penses pas que les États vont essayer de s'en emparer ou peut-être eux-mêmes mettre par exemple un eurocoin sur le marché? Ah alors je sais pas. Moi, j'ai tendance à penser que la chose la plus intelligente à faire, c'est de suivre le mouvement. Ouais. Et donc de trouver quelles sont les choses que la blockchain permettrait de simplifier dans le cadre de l'État, comment faire en sorte de créer une forme de structure en gros qui permette d'intégrer la crypto dans notre monnaie, dans notre vie plus quotidienne. J'ai tendance à penser que ça serait ça le plus malin plutôt que de rejeter en bloc et d'interdire, parce que dans ce cas, ça risque de créer de toute façon encore plus d'engouement sur la question, et à long terme, ça sera forcément autorisé. Donc ouais. D'autant que on va dire la crypto a gagné ses lettres de noblesse, parce que on rigolait avec le Pizza Day, le mec il a quand même acheté une pizza 1000 fois, ça doit être $40,000 aujourd'hui peu ou prou. Ouais, 47 000 je crois. Il a quand même acheté 2 parts de pizza pour 4 millions hein, c'est pas mal. Mais au-delà de ça, dans les premiers temps autour des cryptos, ça tournait autour, comment ça s'appelait ce site ah merde, la route de la soie là, Silk Road. Ça a été les débuts aussi de l'utilisation du Bitcoin, parce que alors oui, traçable, mais anonymat. Donc Silk Road, hein, pour ceux qui ont loupé des épisodes, ça vendait de la drogue, des armes, etc., et plein d'autres trucs, voilà. Donc ça a commencé d'abord dans le dark web, avant de gagner ses lettres de noblesse. Et voilà, donc aujourd'hui, je pense que les États doivent vraiment se poser la question. C'est d'ailleurs étonnant qu'à aucun moment pour l'instant, ou peut-être il y a peut-être un candidat à la présidentielle là, qui a commencé à en parler. Il y a Macron qui a parlé d'un métaverse européen. Ouais. Mais c'est tout. Enfin, après, j'avoue, j'ai pas creusé le Alors sujet. Alors qu'on est d'accord, c'est quand même hyper fondamental d'un point de vue économie. C'est majeur. Enfin, regarde là. Enfin, l'Ukraine a fait des appels aux dons en crypto. Ouais. Et ça a été instantané. C'était comme ça. Ouais, c'est juste des trucs de fou furieux. Derrière, il y a plein de, parce que c'est un univers hyper riche justement, sont apparus là aussi. Il y a plein d'histoires avec les NFT. Les NFT s'appuient sur la blockchain. Alors moi, de ce que j'ai compris des NFT, c'est qu'en gros, c'est des tokens, puisque NFT c'est comme non-fungible token. Exact. Voilà, qui en gros sont attachés à des œuvres d'art. Exactement. En fait, c'est un token c'est un titre de propriété qui est associé à un élément virtuel. Ok. Donc c'est comme si, tu vois, on enregistrait cet épisode-là, en disant dans la blockchain, cet épisode-là, il appartient à Pierre. Oui, ok. Celui-là dont on parle, et pas les 300 000 duplicata qu'il y aura eu. Oui. Ah, si on arrive à 300 000, je suis heureux. Mais bon, ok, ok, ouais, d'accord. Donc, ce qui permet de placer un acte de propriété sur. C'est ça. Ça permet de recréer en fait le monde de l'art classique dans le monde de l'art virtuel. Parce que le gros sujet de l'art virtuel, c'est que tout est reproductible et qu'on ne peut pas identifier une reproduction d'une œuvre originale, puisque elles sont absolument identiques a priori même. Ils sont absolument identiques. Donc c'est de dire ok, celui-là c'est l'original et c'est enregistré dans la blockchain. Là aussi, alors si on tire un peu le fil, ça donne des trucs de fou furieux, voilà. Et puis on arrive dans les métaverses, dans le Ready Player One. Voilà, moi je suis un fan de ça. Toi comme moi, on a un peu la fibre entrepreneur. Plus je t'écoute, plus je me dis putain, il y a des trucs à faire. Donc aujourd'hui, là, maintenant, ce serait quoi le bon projet à monter? Franchement, j'en ai pas la moindre idée. Moi, tu me le dirais pas, c'est ça? Ah si, je te le dirais. Alors là, je t'avoue, je te le dirais. Mais je sais pas. En tout cas, moi, je vais créer ma propre crypto. D'accord. Avant l'été. C'est génial ça. Ouais.
parce que, alors pour plusieurs raisons, mais déjà parce que je veux pouvoir documenter le process, pour l'expliquer à ma communauté, etc. Et que je veux pouvoir créer, en fait, je veux appliquer le Web 3 à mon web. D'accord. C'est-à-dire que mon média, les cryptos de Caro, je veux que les gens qui sont les plus engagés, qui vont repartager la newsletter, qui m'envoient des trucs gentils, qui m'aident en fait à avancer, ma communauté la plus engagée puisse recevoir des tokens qui vont leur permettre d'accéder à des trucs gratuits, à des conférences, à des trucs, et qui vont pouvoir aussi, plus moi je vais faire de chiffre d'affaires, mon média va prendre de la valeur, etc., plus le token va pouvoir prendre de la valeur, et eux vont pouvoir aussi gagner de l'argent en faisant ça. Donc l'idée c'est d'appliquer le mécanisme ça s'appelle des personal tokens. C'est génial. Ce type ça existe pas mal aux US et en France pas tellement pour l'instant. Mm-hmm. Mais en gros, moi, je veux faire ça, quoi. Je dis rien parce que je trouve ça tellement génial. Et en plus de ça, le fait que tu le documentes et que tu documentes ce chemin, donc inscrivez-vous à la newsletter les cryptos de Caro. Tu vois, l'idée, ça serait que pour avoir accès à, tu vois, j'envisage de faire une office hour mensuelle avec les membres de la communauté qui ont le plus de tokens, par exemple. De dire soit en fait tu les obtiens parce que tu lis toutes les newsletters, tu les partages, tu machin, et donc tu les as obtenus par ton engagement, soit en fait tu les as achetés ces tokens-là pour y avoir accès, et donc ça fait augmenter le cours du truc. Enfin bref, l'idée c'est de créer tout un écosystème autour de ça pour à la fois le documenter et à la fois remercier tous les gens qui croient en moi. Et en fait j'ai envie vraiment de créer ce truc que j'adore dans l'univers blockchain, qui est on aligne les intérêts de tout le monde. Mmh. Moi je veux que ma communauté elle ait les mêmes intérêts que moi sur la croissance de mon média, sur le fait que je puisse avoir des sponsoring, plus de chiffre d'affaires, et eux plus de valeur, mais aussi plus de valeur en connaissances, mais plus de valeur aussi en argent, quoi. C'est génial. Enfin, pour tous les créateurs de contenu, et tu vois, là, il y a peut-être un business à faire. Une fois qu'on aura compris le truc, etc., il y a peut-être un business à faire parce que sur ça peut s'appliquer à tous les créateurs de contenu. Totalement. En fait, ça peut s'appliquer à presque tous les business. Alors, on va arriver à la fin, mais il y a juste un truc qui me revient. Il y a des boîtes qui ont fait des introductions en bourse quelque part. Je sais pas, non, enfin des IPO, mais avec des cryptos, avec des tokens justement. C'est-à-dire qu'en gros, elles ont ouvert non, c'est des augmentations de capital, c'est pas des introductions en bourse. Elles ont pas fait d'augmentation de capital, mais c'est des genres de levée de fonds. Ça s'appelle des ICO. Voilà, ICO, ouais. En gros, c'est quasiment la même chose qu'une levée de fonds. En fait, tu lèves des fonds auprès d'une communauté en leur disant « Vous croyez qu'on va grandir, que notre site il est utile et qu'on va apporter de la valeur et dans ce cas, si vous croyez ça, achetez notre crypto. C'est à un prix dérisoire maintenant et ça vous permettra, vous, quand le projet aura pris de la valeur, que notre crypto elle sera disponible sur toutes les places de marché crypto, en fait, vous serez riche. » Ok. Je reviens sur le sujet premier de ta crypto à toi. Technologiquement, c'est compliqué. Alors, moi, je suis pas développeur, donc pour moi, c'est compliqué. Mais j'ai trop de chance parce que comme maintenant, je suis un petit peu visible, je suis contactée par des gens qui font à la fois partie de ma communauté et à la fois qui sont dans l'univers crypto. Et donc là, c'est en l'occurrence deux nanas géniales qui ont monté une boîte en France où justement, ils bossent avec des développeurs pour créer des tokens pour les producteurs de contenu. Donc tu trouves ça fabuleux. Mais vraiment, hein, pour le coup, là, je suis bluffé. Autant tout le reste c'est super impressionnant. Ben là, tu m'en as remis une couche. Donc voilà, avec Caro, on n'est jamais déçu. Il y a toujours des surprises. Donc je ne peux que vous recommander et de vous abonner à sa newsletter, d'aller la suivre. Donc pas sur Twitter parce qu'elle y est pas, mais sur Insta, TikTok et toute la clique. Allez la follow sur LinkedIn aussi. Justement, tiens, si on veut te contacter, alors il y a la newsletter, ça c'est pour manger ton contenu. On peut m'écrire. Alors la plupart des gens m'écrivent sur LinkedIn ou sur Instagram. Ouais. Sinon, j'ai un mail, c'est caro@lescryptosdecaro.com. D'accord. Mais que tu ne lis que le mardi et le vendredi. Exactement. J'adorais. Parce que tu sais quoi? Je t'ai envoyé, en fait, un reminder
aujourd'hui en disant attention Caro, on enregistre cet après-midi et là j'ai le retour ouais non désolé les gars c'est trop je lis que le mardi et le vendredi. Oui, alors c'est un peu un revers de la médaille que j'avais pas du tout identifié, mais c'est que je reçois en fait des centaines de messages sur les réseaux, enfin sur les différents réseaux tous les jours. Donc j'ai beaucoup de mal j'ai du mal à la fois produire du contenu parce que j'ai beaucoup de contenu à produire chaque jour et chaque semaine et à la fois répondre aux gens, donc je me retrouve assez vite sous l'eau. Tu crois que ça va continuer justement? Là, t'es à 33 000 sur la newsletter. Je sais plus sur TikTok, mais TikTok c'est de la folie furieuse. Je suis à 100 000 sur TikTok, ouais. Ça va continuer, tu penses? Est-ce qu'il y a un plafond de verre là-dessus sur ces typologies de sujets? Franchement, j'en sais rien. J'avais jamais vécu avant, donc je sais pas trop. Sur la newsletter, là cette semaine, je fais un petit peu moins de croissance que d'habitude. Ouais, pauvre chouchou. Ouais, mais tu vois, ça reste quand même une jolie croissance, mais je sais pas. Je crois que c'est un peu par. Elle explose tous les scores. Ouais, non, cette semaine, franchement, c'est pas terrible là. Non, mais je sais pas trop. En fait, je sais pas vraiment s'il y a des paliers. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Moi, j'aimerais bien porter la newsletter à 50 000 lecteurs. Mmh. Ça, c'était un truc qui me semblait parfaitement inatteignable à une époque. Et là, je me dis, je peux le faire. Ouais, déjà quand t'as les premiers, c'est toujours étonnant, et après, effectivement, je pense qu'il y a des caps. Ok, 50 000, c'est noté. Et donc vous avez là aussi noté, si vous lui envoyez un mail, il faut attendre, hein, voilà, faut attendre que ça déplombe la liste. Encore un grand merci Caro, parce que franchement, voilà, c'est hyper clair comme toujours. Et moi je suis impatient déjà du restock du bouquin. Aussi, donc le bouquin. Tu sais que tu peux l'acheter sur le site de mon éditeur. Par contre, il y en a du stock dessus. Ah, ben voilà. Donc là, c'est pour une autre, pas une Caroline, mais une Carole qui veut absolument pas qu'on passe par Amazon. Donc voilà, on peut passer effectivement en direct par l'éditeur. Bien joué. Donc et ça s'appelle les cryptos de Caro. On fait simple, hein, on a une marque, on tabasse, voilà. Et c'est très bien. Le podcast, il sort quand? Alors, ça va sortir en mai, normalement. En mai, d'accord. Ça s'appellera les cryptos de Caro? Non. Ah. Ça s'appellera Capter la crypto. Capter la crypto, ok. Sur toutes les plateformes de podcast qui vont bien, etc., etc. Donc voilà, et plus la newsletter. Je mettrai tous les liens dans la description. Mais ne serait-ce qu'en écoutant, normalement, vous avez déjà, avec vos petits doigts musclés, vous avez pu chercher sur Google. Tu vas pas y échapper, les 7 dernières questions de la colle. Caro, dis-nous, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, c'est fun. Fun. Ok. Ça me rappelle un post LinkedIn où tu disais qu'il y avait quelques aigris qui te reprochaient justement d'être un peu fun. Alors non, plutôt d'être vulgaire. Oh. Oui. Mais vulgaire au sens populaire? Non. Ouais. C'est bien ce que j'avais compris. Parce que vulgaire, c'est plutôt un beau mot. Ça veut dire que c'est vulgus populum, hein. Voilà. Moi, je vulgarise. Exactement. C'est ça, voilà, mais. T'es dans ta mission, en fait. Oui, tout à fait. Donc, ok. Fun, je prends. Le mot que tu détestes. Qu'est-ce que je déteste comme mot? Monocorde. Ok. Ça vient de quelque part ou Bah non, mais c'est parce que tu es en train d'enregistrer les podcasts et je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui t'a dit Caro, ne sois pas monocorde. Figure-toi que non, parce que a priori j'ai une bonne intonation, donc on ne me l'a pas dit. Mais c'est juste que j'ai vraiment l'angoisse des discours chiants, des tons très monocordes, etc. Moi, j'ai un niveau d'attention qui est assez faible, et du coup, ceci explique cela. Donc voilà. C'était dur à l'université ou pas? C'était pas tellement que c'était dur, mais je me sentais un peu supérieure à tout le monde parce que. Vas-y. Non, mais c'est vrai. En plus, j'étais horrible. Je me sentais supérieure à tout le monde parce que moi, j'avais 3 jobs en même temps.
pour payer mes études et mon appart. Ah, et du coup, j'étais là genre, putain, les bandes de nazes, vous avez que ça à faire d'écouter les profs, et c'est un peu ça, quoi. Ok, je comprends. Le son ou le bruit que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime comme son? Je dirais le bruit de la mer. Ça, j'adore. Ouais, ça fait du bien à tout le monde. Puis on l'a dit, un jour, on se paiera une île et on boira des cocktails au bord de la plage. Le son ou le bruit que tu détestes? Eh ben, tout ensemble, l'ensemble des notifications de mon téléphone, que j'ai d'ailleurs coupé. Mais ouais, mais tu m'étonnes, t'es une superstar aussi. Ça doit pas arrêter de pinguer dans tous les sens. Hein. Tout le temps, je déteste. Parce que, je sais pas, sur Insta, t'as combien de gens qui te suivent? Un peu plus de 30 000. T'imagines? Et donc, le nombre de messages potentiellement que tu peux... Enfin, voilà. Ah bah, c'est des centaines, hein, voilà. par jour. Je comprends que t'es coupé les notifs. Et tu vois, tu es la première à passer sur ce podcast à me donner cette réponse. En général, c'est le bruit des motos, le bruit des trucs, des embouteillages, etc. Ce qui prouve que Caro a une vie de fou furieux. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Moi, je dis très souvent putain. Ouais. Bon, ça, on fait dans le classique, madame. Ouais, je suis très très mainstream comme meuf. Ok, ça je prends. C'est très bien. C'est très bien. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée. Oh là là. Et alors là, je vais te donner une réponse que tu vas détester. C'est que je déteste profondément les citations. Ah merde, moi j'adore ça. Mais je comprends pas pourquoi les gens adorent les citations. T'as toujours l'air con quand tu dis une citation. Ouais. Genre, ne travaille pas dur, travaille mieux. Oui. Enfin, il y a des trucs plus inspirants que d'autres aussi, hein, tu vois. Effectivement, il y a beaucoup de citations à la con. Et nous qui traînons un peu sur les réseaux sociaux, effectivement, tu vois, c'est les posts qui passent avec la énième citation d'Oscar Wilde, comme quoi il faut viser la lune et tomber dans les étoiles, tu vois. Ah ouais, putain, j'adore. En fait, pour moi, une citation, c'est forcément ultra kitsch. C'est vrai? Ah merde. Vas-y, c'est quoi ta préférée, toi? Alors, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Mais tu le dis avec un air sérieux, mais mais ouais, mais attends, il faut le dire, il faut baisser la voix, tu vois, faut aller chercher dans les graves, dans les basses. Et en fait, c'est une citation de Xavier Dolan quand il a reçu un prix à Cannes, il avait 17 ans et le môme, il te sort ça en disant voilà, rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ben putain, dis mais oui, voilà, les 4 verbes ensemble, ça fait un truc. J'avoue. Bon, donc tu as retourné allègrement la situation, donc c'est moi qui ai filé les citations. Mais la dernière, tu vas pas t'en sortir comme ça. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? J'aimerais qu'il me dise, meuf, bienvenue, t'es au paradis. À partir de maintenant, ça va être l'éclat total tout le temps. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas tout le temps l'éclat total? Ah ben non, pas tout le temps. Pourtant, alors, tu vois, c'est intéressant que tu dis ça, parce que j'ai l'impression t'as eu 2 vies. T'as la vie avant, et puis à un moment, je sais pas, t'as trouvé un truc qui faisait du sens, qui marchait. Enfin, je dis pas qu'avant ça marchait pas. D'ailleurs, t'as vendu ta boîte, etc. Enfin voilà, la preuve que. Mais je sais pas, t'es dans une. Alors ok, il y a le côté hype, etc. Mais j'ai l'impression, peut-être que je me gourre complètement, mais qu'au moins sur ce sujet-là, tu t'es un peu trouvé. Pas forcément sur la crypto en soi, tu vois, mais sur le modèle que tu y mets derrière. Alors ça me rend très heureuse, ma manière de travailler actuelle, ce que je fais, etc. Mais ça n'empêche que c'est un quotidien qui est quand même éreintant. Ouais. J'ai beaucoup de pression parce que comme je me sens pas très légitime, j'ai l'impression que je dois faire toujours plus de croissance que tout le monde. Ouais. Et du coup, t'as encore le syndrome de l'imposteur. Ouais, largement. Okay, largement. Et puis je me dis que là, pour l'instant, j'ai entre guillemets un peu d'avance sur les autres parce que j'étais là au bon moment, machin. Mais donc, si jamais je suis pas toujours à fond, et ben j'ai l'impression que tout va s'arrêter. Ouais. Donc j'ai beaucoup de mal pour l'instant à vivre une espèce de dolce vita. C'était pas sereine, quoi. Non, je suis pas sereine. Non, je suis pas sereine. Mais j'ai hâte.
Ok, bah, en tout cas, moi je te le dis, je comprends la non-sérénité, mais les fondamentaux sont bons. Donc je pense que ça peut faire des grands trucs. Encore un grand merci, Caro, de ton temps. Je sais que ton agenda est hyper compliqué, donc voilà, un grand merci. C'était un plaisir. Vous savez à peu près tout sur la crypto, en tout cas, j'espère maintenant. Balancer des emails à Caroline, juste pour la faire chier, voilà, pour remplir sa boîte mail. Non, mais surtout, et je le redirai jamais assez parce que, enfin, moi, je la lis toujours avec plaisir. Voilà, la newsletter, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen de découvrir, de se faire des premières opinions, et puis d'avancer en même temps que toi, Caro. Et puis là, avec ce projet qui arrive de perso crypto, je vais devenir encore plus fan. Un grand merci, Caro. Un grand merci à toi, Pierre. Bye bye. Salut. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne